Pour des raisons d'organisation et de disponibilité, cette vidéo sera plus courte que les précédentes. Bonjour à tous et à toutes, et nous voici pour le retour sur le 3e épisode de The Last of Us par HBO. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent un avis rapide sans aucun spoil, l'épisode est toujours de très bonne qualité, bien que la réal soit un peu moins bonne et marquante qu'à l'accoutumée. Il y a un truc qui revient beaucoup dans l'épisode et qui est présent dès la première scène, on a toute une dimension contemplative. Pour ceux qui le sauraient pas, petite définition rapide, un film qui est dit contemplatif n'a pas ou très peu d'action ou même de narration précise. La beauté de ce qui est filmé et la manière dont on le filme est le cœur de ce genre. Et cet épisode a donc beaucoup de séquences qui peuvent coller à cette définition. Cette première scène, donc, montre Joel empiler des cailloux près d'un cours d'eau. Suite au dernier épisode, on le devine encore hanté par la mort de Tess. L'ambiance est ici apaisante, mais également triste, encore une fois, à cause de la mort récente de Tess. J'aime d'ailleurs beaucoup le fait que Joel ne parle pas au début de l'épisode, et même que quand il commence à parler, il reste très froid et distant. La mort de Tess a donc un réel impact sur Joel et n'est pas oublié de sitôt. Le dialogue est d'ailleurs bien écrit et très bien trouvé. La solution de facilité aurait été de faire dans le pathos, et Kelly s'excuse en boucle pendant l'épisode, mais comme souvent dans la série, on reste très terre à terre et ancré dans une sorte de dureté constante. Nobody made you or Tess take me. You needed a truck battery or whatever, and you made a choice. So don't blame me for something that isn't my fault. On avance jusqu'à une autre scène presque contemplative, Ellie face à l'infecté coincé. Même schéma, la narration se met un peu en pause, et on a une tension qui se met en place avec la musique, et aussi par le fait que, bordel, on est à moins d'un mètre d'un infecté. Le côté dérangeant des infectés est aussi souligné par la quasi-absence de sang quand Ellie lui ouvre le front. On voit quasiment que du champignon, je sais même pas comment on peut appeler ça, ce qui contribue à l'horreur et au malaise. Cette scène rejoint un des thèmes de l'épisode, Ellie qui découvre le monde extérieur ou encore le monde d'avant. On peut voir ça comme une sorte d'innocence ou alors un manque de connaissances sur le monde d'avant la pandémie. C'est aussi utilisé pour contraster son personnage avec le cynisme de Joel dans cette scène. Parce que Joel, comme n'importe qui, trouve ça anodin de voler en avion, alors que Ellie peut à peine se permettre d'en rêver vu le monde qu'elle a toujours connu. Et cette séquence d'exposition est plutôt intéressante. Un seul plan, long, qui suit les deux personnages qui marchent. Ça force le spectateur à se concentrer sur les dialogues et les explications, parce que des cuts auraient forcé nos yeux à se repérer de nouveau, et donc perdre le fil de l'explication. La transition pour passer de 2023 à 2003 est fluide et bien trouvée, on passe par un petit élément du décor, les vêtements. L'épisode est formé de deux histoires un peu distinctes. Ellie et Joel qui continuent leur chemin, et l'histoire de Bill et Frank. Le premier plan qui introduit Bill est très bien géré. On voit sa silhouette, et surtout sa barbe, avec la lumière de ses écrans. Le fait qu'on le voit pas intégralement dès le début marque un peu son côté marginal. Le montage avec la musique fun, que je mettrai pas pour risquer aucun copyright, est très efficace et on comprend vite comment il a organisé sa ville après le départ des militaires. On prépare d'ailleurs l'élément qui servira à l'arrivée de Frank, le piège du trou. On avance à la première interaction entre Bill et Frank, le fait d'alterner entre plongée et contre-plongée, pour simuler leurs points de vue respectifs, traduit ici d'une hiérarchie. Ici, Bill a le pouvoir et pourrait sans problème tuer Frank. On a d'ailleurs une autre belle scène qui relève du contemplatif, la scène où Frank, puis Bill, jouent du piano. Cette chanson reviendra d'ailleurs à la fin, donc cette scène, qui paraît anodine, prépare en réalité la fin de l'épisode. La scène où Tess et Joel mangent avec eux sert d'explication à leur relation et à pourquoi Joel veut retrouver Bill et Frank. On met d'ailleurs habilement deux comportements en parallèle, le côté amical et ouvert de Tess et Frank, et l'aspect isolationniste de Bill et en un certain sens de Joel, car il dit qu'il le comprend. I understand. If mine brought strangers into our situation, I wouldn't be happy either. Encore une autre scène qui relève du contemplatif, Bill et Frank qui mangent des fraises. La scène ne raconte rien qui fait avancer la narration, mais cette simple action, la lumière et la musique donnent un aspect intimiste, chaleureux et poétique à cette séquence. Je souligne par ailleurs le plan séquence de Frank qui sort de la maison alors que la ville se fait attaquer. D'ailleurs, toute cette séquence rappelle le premier épisode, et ça rejoint ce que je disais dans la précédente vidéo, la réalisation, pour le moment, est cohérente au fil des épisodes. Encore une scène qui relève du contemplatif, je sais ça fait beaucoup mais j'y peux rien, c'est un motif de l'épisode. La scène où on les découvre bien plus vieux. Elle raconte pas grand chose, mais le côté intimiste, chaleureux, etc. y est encore. Avec une pointe de tristesse, la maladie de Frank. Et tout ce qui suit est presque insupportable à regarder. De la scène où Frank annonce son plan de mort à Bill jusqu'à ce qu'on retrouve Ellie et Joel, la tristesse et la beauté sont entremêlées dans un torrent d'émotions. La scène où les deux exécutent le plan sans dialogue, juste avec de la musique, est poignante. Ce qu'on y voit est plutôt beau et romantique, mais on sait que Frank va mourir quoi qu'il arrive, donc on ressent quand même une amertume, malgré la beauté indéniable de ce qu'on voit.
Et après que Bill ait annoncé avoir empoisonné la bouteille pour que les deux meurent ensemble, leur dernier plan les montre s'enfoncer dans le cadre et dans le flou de l'image. Ce qui est un parallèle plutôt habile, car ils disparaissent à la fois dans l'histoire et à l'image. L'épisode se termine sur Ellie et Joel chez Bill et Frank, et encore une fois, le traumatisme de la mort de Tess est présent. If I'm taking you with me, there's some rules you gotta follow. Rule 1, you don't bring up Tess, ever. Matter of fact, we can just keep our histories to ourselves. Et le côté fermé de Joel aussi. Il est ici incarné par son refus de laisser Ellie avoir une arme. Et évidemment, elle en prend une, ce qui va forcément amener à un quiproquo ou à une scène d'engueulade dans les prochains épisodes. Et la toute dernière scène relève encore du contemplatif, en montrant Ellie découvrir une voiture, et les deux roulants avec la chanson jouée au piano plus tôt dans l'épisode. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'aurais voulu aborder plus de détails, mais par contrainte de temps, j'ai dû l'écourter. Pour vous dire, j'ai dû faire l'écriture, le tournage et le montage en 2 jours. Et au moment où j'enregistre, je suis même pas sûr de pouvoir la sortir dans les temps. Globalement, cet épisode est encore une fois très bon et très émotionnel. Cependant, la réalisation ici se veut plus intimiste et contemplative que le grandiose et horrifique des précédents épisodes. Ce nouveau style est très bien géré, mais je le trouve moins riche et moins prenant que le style des 2 premiers épisodes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à la semaine prochaine si tout va bien.